Salut, c'est Mortom. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la douleur, de l'histoire de la médecine de la douleur et des théories sur la douleur. Tout remonte au moins à la Grèce antique avec Hippocrate. Hippocrate, c'est moins 460 ou moins 380, pour situer un peu. Et le mec, il a écrit plusieurs traités. Dans l'un d'entre eux, il a mis en relation l'anesthésie et l'analgésie. Il a écrit « À ce moment, le patient est inconscient de tout, sourd de ce qui est dit, aveugle de ce qui se passe et insensible à la douleur. » Il utilise le terme anaestétoi et analgétoi pour respectivement inconscient et insensible à la douleur. Mon niveau de grec est néant, vu que je n'ai jamais fait de grec, donc du coup j'ai peut-être mal prononcé les mots, mais c'est pour vous donner une idée de la provenance des termes anesthésie et analgésie. Ensuite, un petit truc intéressant, toujours sur Hippocrate, est qu'il a utilisé différents termes pour définir différents types de douleurs. Il a utilisé le terme algos, qui représente la douleur en général, possiblement chronique, et qui affecte tout le corps. Alors que algéma et ponos sont plus spécifiques à un membre ou alors à un organe. Il a aussi utilisé le terme odine pour décrire une douleur aiguë, précise et localisée à un endroit spécifique du corps. Toujours en Grèce antique, on a deux pensées qui s'affrontent. On a d'abord Aristote, d'un côté, moins 384, moins 322, qui postule que les sensations, dont la douleur, proviennent du cœur. Ouais, d'accord, le mec il s'est bien chié dessus quand même, hein. Et d'un autre côté, on a Anaxagoras, moins 500, moins 428, et Pythagoras, moins 570, moins 495. Tous les deux sont les premiers philosophes à proposer que les sensations, mais aussi les pensées, proviennent du cerveau. Voilà pour la Grèce antique. Ensuite vient l'Empire romain. Il y a bien un mec à connaître de l'époque de l'Empire romain, c'est Galène de Pergamon, 129, 200, 216, on sait pas trop quand est-ce qu'il est mort. Ce mec, aussi connu sous le nom de Claudius Galenus, est considéré comme le père de la pharmacologie. Ouais, le père de la pharmacologie. Ouais. Donc c'est un grand gars, quoi. En plus de proposer aussi que les sensations et les émotions proviennent du cerveau, il postule qu'il faut 3 conditions pour pouvoir percevoir la douleur. La première étant qu'il faut un organe qui reçoit ce stimulus douloureux. La deuxième étant qu'il faut une connexion, un passage, qui mène à la troisième, le centre organisationnel. Donc voilà, cool le mec. Durant le Moyen-Âge, il y a un grand mec, un perse musulman, philosophe, écrivain et médecin, qui se nomme Ibn Sina, aussi connu sous le nom latin de Avicenna, qui a étudié énormément la douleur. De mon point de vue, c'est vraiment le père de la médecine de la douleur. Il est de l'année 980-1037. Alors ce mec a écrit un bouquin, The Canon of Medicine, et c'est là où il a décrit la douleur en détail. Là où c'est un très grand mec, mais vraiment très grand mec, c'est que ce type a expliqué, de son époque, donc dans les années 1000, que la douleur était une sensation indépendante du toucher et de la température. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce que raconte Aristote, parce qu'il s'est encore une fois chié dessus, désolé pour Aristote, on n'a pas 5 sens, mais on en a 9. On a les 5 sens connus, la vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, et on en a 4 autres en plus, qu'il faut ajouter, la thermoception, la nociception, la proprioception et l'équilibrioception. Et ça, c'est majestueux, surtout qu'à l'heure actuelle, on enseigne encore que l'on n'a que 5 sens, je tiens quand même à le préciser. En plus de ça, il reprend aussi ce que Galen disait précédemment, c'est-à-dire que la douleur entraîne un changement de tempérament, ce qu'il appelle tempérament à l'époque, donc un changement de condition physique d'un organe. Il précise que ça peut être chronique, et que la douleur est perçue par le cerveau. Donc il reprend vraiment ça. Il décrit aussi 15 types de douleurs d'après leur cause, utilisant 2 termes arabiques, waya et alam. C'est intéressant parce qu'en clinique, on utilise encore certains de ces termes. Maintenant, nous passons du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, avec un grand philosophe français que tout épistémologiste doit connaître, René Descartes. Alors, René Descartes, c'est un peu le père de la philosophie moderne, et il a écrit le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Là où ce mec est vraiment génial, c'est qu'il a poussé au doute, au raisonnement, au scepticisme, et qu'il a aussi poussé à faire avancer les sciences, la technologie et la médecine. Ça, c'est super. Par contre, il était un peu à la ramasse au niveau de la douleur, qu'il a écrit un traité, l'homme, et dedans, il y a des schémas, des dessins anatomiques hypothétiques. L'un de ces schémas représente la transmission d'une info nocive du périphérique jusque à la glande pinéale en passant par la moelle épinière. Bon, il a visé un peu la glande pinéale, mais bon, l'idée est bonne. Le problème, c'est que pour lui, dans la glande pinéale, résidait l'âme, et que c'était l'âme qui percevait la douleur. Le problème, c'est qu'avant lui, au Moyen-Âge, il y avait quand même Avicenna qui nous expliquait que la douleur provient d'une lésion du tissu. Une coupure, un produit irritant, tout ce que vous voulez, paf, ça induit de la douleur. Et le problème, c'est que René Descartes, il nous vient avec son histoire de
glande pinéale où siège l'âme, et c'est l'âme qui a mal. Donc voilà. Donc c'est un grand homme, hein, je dis pas, mais au niveau de l'aspect de la douleur, il avait un peu faux. Et pas que de la douleur d'ailleurs, c'est au niveau de l'âme et de la glande pinéale qui avait tout faux. On s'arrête là pour le XVIIe siècle, et on fait un grand saut jusqu'au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du XIXe siècle que la science de la médecine a énormément évolué. Et c'est grâce à quelque chose de très important, l'expérimentation animale. Dès lors où on a pu créer des modèles animaux pour expérimenter des maladies, comprendre comment des maladies fonctionnent, trouver des possibles remèdes, tester des remèdes, toute la médecine a énormément évolué. Donc grâce à ça, on a pu commencer à développer des théories sur la douleur. Et ça a mené à 4 théories pour expliquer les mécanismes de la douleur. La théorie spécifique, la théorie de l'intensité, la théorie des patrons et la théorie du gate control. On va commencer par les 2 premières. La théorie de la spécificité est développée par Maurice Schiff. Il dit qu'il y a un organe spécialisé qui est activé par un stimulus nocif. Cet organe spécialisé va coder l'intensité du stimulus en augmentant l'activité de cette fibre nerveuse. Donc plus le stimulus nocif est intense, plus l'activité du nocicepteur est grande. Aussi, ce mec va confirmer que les voies de la nociception et de la thermoception sont différentes de celles des autres sensations comme le toucher. Ensuite, on a la seconde théorie, la théorie de l'intensité, et introduite par Wilhelm Herbe. Lui, par contre, rejette la théorie de la spécificité. Il rejette l'idée qu'il y ait un organe spécifique, là le nocicepteur, qui va détecter un stimulus nocif. Pour lui, c'est l'intensité du stimulus qui donne la nature de l'information. En gros, un stimulus qui a une intensité faible va évoquer un signal non nociceptif, non douloureux, alors qu'un stimulus avec une intensité forte va entraîner un signal nociceptif. Là, on a 2 théories très différentes qui s'affrontent. Grosso modo, au même moment, il y a Alfred Goldschneider, Magnus Blix et Max von Frey. Ils vont découvrir qu'il existe des nerfs sensoriels primaires spécifiques au stimulus nocif. Donc déjà, ça conforte l'hypothèse première de Maurice Schiff. C'est juste un peu après ça que le grand Sherrington, Charles Scott Sherrington, introduit le terme de nociception. La nociception, c'est le système sensoriel qui, à partir d'un récepteur qui va détecter un stimulus nocif, va entraîner une perception douloureuse. Là, on a les bases de la nociception qui sont lancées. C'est au XXe siècle que les choses vont encore s'accélérer. Cela va être possible grâce à une excellente technologie appelée l'électrophysiologie. Sachant que sa transmission nerveuse est électrique, on a pu étudier sa transmission grâce à l'enregistrement électrophysiologie. Si vous vous rappelez encore un peu de vos cours d'électronique avec la fameuse loi d'Ohm, U égale RI, où U est le courant, R la résistance et I l'intensité, sachez que cette loi d'Ohm s'applique aussi en électrophysiologie. C'est ainsi que Joseph Erlanger et Herbert Spencer Gasser ont pu caractériser les différents types de nerfs primaires sensoriels d'après leur vélocité et leur diamètre. Sans rentrer dans le détail, il y a différents types de fibres qui ont un diamètre différent et qui sont plus ou moins myélinisés. Et on a pu ainsi les caractériser en fonction de ces diamètres, et donc de leur vélocité, vu que les deux sont liés, de même par rapport à leur myélinisation. C'est seulement un peu après, dans les années 30, que des types ont réussi à associer les fibres A, delta et C à la nociception et à la douleur. Pour résumer, grâce à l'expérimentation animale d'une part et à l'électrophysiologie d'autre part, on a enfin réussi à trouver le nerf sensoriel qui va de la peau jusque dans la moelle épinière et qui est spécifique à la douleur, c'est-à-dire la fibre A delta et la fibre C. À partir de maintenant, on a 2 autres théories qui arrivent. On a ce qu'on appelle la théorie du patron, pattern theory, qui est introduite par John Naff. Pour faire un très gros résumé, on a une population de fibres, de neurones, qui vont être activées par un stimulus nocif. Lorsqu'elles sont activées par un stimulus nocif, elles vont décharger, elles vont avoir une activité. Et c'est le patron de cette activité, le modèle de cette activité, qui va déterminer la qualité de la sensation, plus ou moins douloureux finalement. C'est ensuite que vient une théorie très connue qu'on appelle la gate control theory, la théorie de contrôle de la porte, je crois en français, je ne sais même plus comment on l'appelle ça en français. Elle est développée par Melzack et Wall. Ces 2 mecs postulent qu'il y a un système porte dans la moelle épinière. Ce système porte va permettre d'inhiber ou de faciliter l'influx nociceptif. Je vais essayer de faire simple. Vous avez 2 types de fibres sensorielles afférentes primaires. Les fibres nociceptives, celles qui transmettent le stimulus nocif, et les fibres non nociceptives, celles qui transmettent un stimulus sensoriel non nociceptif.
ces deux types de fibres ont une terminaison au niveau de la peau et transmettent l'information jusque dans la moelle épinière. C'est au niveau de la moelle épinière que le système porte est présent. La théorie dit que si l'activité d'une fibre non nociceptive prévaut sur l'activité d'une fibre nociceptive, alors la porte elle est fermée et donc la transmission du signal nociceptif est réduite. Donc au final, ça réduit la douleur. Par contre, si l'activité d'une fibre nociceptive prévaut sur l'activité d'une fibre non nociceptive, alors la porte est ouverte, l'influx nerveux nociceptif passe et ça augmente la douleur. J'ai envie d'utiliser un exemple de la vie courante. Mais alors attention, cet exemple illustre grossièrement cette activité, ok? En gros, lorsque l'on se fait mal, lorsqu'on se cogne par exemple, on a tous tendance à aller frotter la zone qui a été cognée. Donc en gros, en frottant la zone qui a été cognée, on va activer les fibres non nociceptives, grâce au toucher, en frottant dessus, et ainsi on va augmenter l'activité des fibres non nociceptives par rapport à l'activité des fibres nociceptives. Et ainsi on va fermer la porte pour réduire la douleur. C'est un exemple très grossier, mais ça vous montre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette porte, dans la moelle épinière, dépend aussi du contrôle descendant de la douleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez l'influx nociceptif ascendant, qui va des terminaisons nerveuses de la peau, par exemple, jusqu'au cerveau, mais vous avez aussi le retour descendant, qui va du cerveau jusqu'à la moelle épinière. Et ce contrôle descendant de la douleur va moduler cette fameuse porte. Cette modulation peut être inhibitrice, et donc réduire la douleur, mais elle peut être aussi facilitatrice et augmenter la douleur. Ça, c'était la Gate Control Theory, développée par Melzack et Wohl. Ensuite, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt avant, j'étais un petit peu en avance sur l'échelle des temps, mais en gros c'est seulement vers les années 1967 et 69 que Pearl et Burgess, et d'autres collaborateurs, ont mis en évidence que les fibres A delta sont myélinisées, et que les fibres C ne sont pas myélinisées. Enfin, pour finir sur l'histoire de la médecine de la douleur, depuis le XXe siècle on a accumulé différents types de techniques. L'électrophysiologie, l'immunohistochimie, le comportement, l'imagerie, l'anatomie. Toutes ces techniques nous ont permis de comprendre la douleur et la nociception à différents levels, que ce soit au niveau intégré, moléculaire, cellulaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté, si vous avez tenu jusque-là.